Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Parole directe avec notre invité prestige, M. Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG. M. Condé, bonjour. Bonjour. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons du dossier Air Guinée qui fait parler tant de lui, Cellou Dalein convoqué pour cela. C'est mentionné au moment des faits, vous étiez secrétaire général du ministère. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu donc pour apporter des éclairages, point de vue technique dans le dossier Air Guinée. Alors, d'entrée, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire pour introduire? Si vous permettez d'abord, je voudrais quand même... avec le décès ou la mort du jeune hier, apporter toute ma compassion à la famille éplorée et lancer un appel aux forces de l'ordre qu'on essaye d'améliorer le management de ces forces de l'ordre pour mieux gérer encore, si vous voulez, les manifestations, qu'elles soient manifestations organisées ou spontanées, parce qu'aucune des manifestations, quelle qu'elle soit, ne doit donner et doit aboutir sur la mort d'un citoyen guinéen. Absolument. Donc on doit y travailler. Et toute ma sympathie et ma compassion et mes condoléances à la famille éplorée. Oui, merci. Maintenant, par rapport à votre question, vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? Oui, je disais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dossier d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, écoutez, c'est que j'ai suivi l'opinion dans la discussion de ce dossier. Et la presse et tout le monde, et je me suis rendu compte quand même qu'il y a un pan de l'information qui manque dans le traitement de ce dossier. Et ce pan aussi a manqué par rapport du fait que le rapport d'audit, quelque part, à mon avis, a été biaisé. Bien. Biaisé parce que on a présenté ce rapport, dans le rapport d'audit, on a présenté des personnes comme étant des initiateurs de la vente. Alors je ne sais pas quelle est la consonance, ou en tout cas le contenu qu'ils ont voulu donner à ce mot initier la vente, mais je pense que ce n'étaient pas des personnes qui étaient responsables, mais c'est une politique gouvernementale qui était là. Et donc, quand on parle de politique gouvernementale, il n'y a pas à dire que c'est telle personne. Parce que tous les ministres, quels qu'ils soient, ils appliquent la politique du gouvernement. Ce n'est pas leur politique à eux. C'est une vision. Ce n'est pas la politique de Cellou Dalein qui est en cause, mais c'est la politique du gouvernement. Que pensait le gouvernement en ce moment? Alors, donc, toutes les péripéties dans le redressement dans le redressement de la compagnie Air Guinée, tout ceci est passé sous silence. Bien. Et donc, on en vient à la phase finale. On dit, voilà un tel qui a décidé, sans en informer le gouvernement, parce que c'est dit dans le rapport que le gouvernement n'a pas été informé, qu'ils ont fait des enquêtes, le gouvernement n'a jamais été informé de cette privatisation, et que donc ils ont pris l'initiative. Il y a 3 personnes qui sont incriminées dans l'initiative. On dit le ministre des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur de l'unité de privatisation. Et je pense que c'était pour moi déjà un faux procès. D'accord. Et c'est pour cela que j'ai dit, à un moment ou à un autre, il fallait quand même expliquer à l'opinion. Je suis là, pas pour dédouaner Paul ou Pierre, mais pour dire exactement de quoi il retourne et qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion du dossier Air Guinée. Et c'était quoi la vision? Oui, Monsieur Condé, il y a une copie du discours que Cellou Dalein a prononcé le 22 mars 2002 à l'Assemblée nationale, dans lequel il a présenté le budget du ministère des Transports, mais il a également abordé la question Air Guinée. Je vais revenir sur un passage de ce discours. Et Cellou Dalein faisait état de la nécessité de certaines réformes par rapport à Air Guinée. Et ce passage dit que parmi ces réformes, il y avait la réalisation de nouveaux investissements en équipement et en formation, la restructuration du réseau certainement de transport aérien, le dimensionnement des effectifs, la professionnalisation du personnel. Et il dit l'État ne peut pas lui seul conduire toutes ces mesures. C'est dans cet esprit que le gouvernement a estimé utile de privatiser la compagnie en ouvrant son capital à un partenaire stratégique doté de l'expérience et des moyens techniques et financiers requis. Oui, effectivement, c'était cela la politique du gouvernement. Comme vous le savez, il fallait d'abord l'exposer au gouvernement, il fallait le défendre. Et que ce soit donc le gouvernement qui s'approprie de cette vision. La vision, c'était quoi? Vous avez une compagnie aérienne qui n'a qu'un seul avion. Et qui plus est, l'avion, c'est l'avion présidentiel.
Et chaque fois que le président utilisait cet avion pour ses déplacements, ça veut dire que la compagnie ne pouvait pas travailler et donc il n'y avait pas de rentrée de fonds. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était le ministère de l'économie et des finances qui était chargé d'abonder en ressources financières la compagnie aérienne. Donc il y avait un déficit énorme. Et c'est ce qui fait que la Banque mondiale a demandé dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques, dire que ce n'est pas la vocation de l'État de faire du transport aérien, du transport d'ailleurs. Ce n'est pas la vocation de l'État. L'État est là pour fixer les règles et laisser le secteur privé, si vous voulez, se développer. Et donc par rapport à tout ce déficit économique, donc au niveau du ministère des Transports, nous avons réfléchi à la question. Que faut-il faire? Alors les avis étaient divergents. Mais par la suite, nous nous sommes entendus qu'il fallait d'abord revoir le statut de la compagnie Air Guinée. Vous savez, au départ, la compagnie s'appelait Compagnie nationale Air Guinée. Ça, c'était au départ. Donc le statut a été révisé. On a créé la nouvelle compagnie Air Guinée parce que les gens font la confusion. La nouvelle compagnie Air Guinée, maintenant avec un statut particulier, avec à participation publique. Ça veut dire que d'autres privés peuvent venir prendre des actions dans cette société. Et c'est dans cela que le ministère donc s'est évertué. Et cette politique a été expliquée au gouvernement. Le gouvernement l'a accepté. La dernière discussion, ce rapport, d'abord je vous félicite de l'avoir avec vous, parce que ça c'est le discours qui a été fait à l'Assemblée nationale lors de la session parlementaire de mars 2002. Est-ce que vous voulez revenir in extenso là-dessus ou est-ce que non, on peut continuer. Okay. Non, l'essentiel, c'est qu'on puisse expliquer à l'opinion qu'est-ce qui s'est passé. C'est cela. Donc, par rapport à ce point, donc, nous avons contacté la Banque mondiale pour qu'elle nous aide, qu'elle nous envoie un cabinet qui travaille avec nous pour voir dans quelle mesure on peut constituer un dossier consistant d'appel d'offres et attractif pour voir quels sont les, comment dirais-je, des partenaires qui pouvaient s'intéresser à la compagnie nationale Air Guinée. Donc ce travail a commencé et la Banque mondiale nous a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie, qui est une société suisse. Donc cet expert est venu et a commencé à travailler avec nous. Donc c'était dans le but d'avoir un capital, comment dirais-je, une structure et un dossier d'appel d'offres qui devait être lancé pour après, si vous voulez, recevoir évidemment les offres, etc., pour voir s'il y avait des réponses. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est le système qui marche en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que Air Ivoire a fait faillite. Parce que Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas Air Ivoire. L'ancienne compagnie ivoirienne s'appelle Air Ivoire. Qui a aussi fait faillite. Qui a fait faillite, qui a été dissoute. Et dont les actifs ont été revendus. Tous les actifs. Oui, justement, dans le même discours du 22 mars 2002, il y a ce passage justement qui parle de compagnies aériennes en faillite. Et là, Cellou Dalein disait, à l'époque donc ministre des Transports, aujourd'hui, dans la sous-région et en dehors, toutes les compagnies nationales sont en difficulté. Air Ivoire a fermé, ce qui est resté a été vendu à Air France. Air Sénégal est tombé en faillite, ce qui est resté a été vendu à des privés, à Royal Air Maroc. Nigeria Airways, on n'en parle plus. Air Afrique, on n'en parle plus. Air Zaïre, on n'en parle plus. Air Burkina a été privatisé. Donc, à l'époque, il citait des cas de compagnies en faillite dont les actifs ont été rachetés par d'autres compagnies. Parce que vous savez, le transport aérien est très sensible et très difficile. Le problème, ce n'est pas le manque d'avions. Le problème, c'est il faut que la destination soit attractive. Et la Guinée avait un problème. La Guinée n'était pas une destination. D'abord, ce n'est pas une destination touristique. Ce n'est pas une destination d'affaires. Donc, ce qui fait qu'en Guinée, par an, on avait 280 000 passagers. Alors qu'au Sénégal, on avait 1 200 000 passagers par an. Et en Côte d'Ivoire, 1 400 000 passagers par an. À l'époque. À l'époque, à la même période. Donc, pendant cette période, ce sont ces pays qui étaient des destinations. Et c'est ce qui fait que lorsque Air Ivoire a eu des difficultés en tant que compagnie nationale, son capital a été ouvert à Air France et ils ont recréé une nouvelle compagnie qui s'appelle Air Côte d'Ivoire et c'est elle qui est en train de voler et de venir aujourd'hui chez nous. Donc il n'y a pas qu'un seul avion, donc ils ont amené des avions, ils ont amené des équipements, ils ont travaillé ensemble sur le marketing commercial et aussi améliorer les compétences des nationaux
en matière de gestion, en matière d'aéronautique. Et équiper les garages comme il faut pour qu'au moins aussi les entretiens mineurs puissent se faire sur place. Donc c'est tout un arsenal, c'est toute une industrie qu'il fallait développer. Bien. Et donc c'était par rapport à cela. Ça, c'était la politique qui a été acceptée par le gouvernement. Et la dernière discussion d'ailleurs qui a eu lieu au gouvernement sur le dossier Air Guinée, je crois que ça doit dater vers le 8 mars, quelque chose comme ça. Et c'était en Conseil des ministres. Qui était Premier ministre à l'époque? Lamine Sidibé. Lamine Sidibé, qui était Premier ministre à l'époque. Le 8 mars 2002, le Conseil des ministres a donné son aval. Et donc, maintenant, les ministres sectoriels devaient exécuter. Évidemment, exécuter. Et donc, il est revenu à l'Assemblée et il a reposé la question. Et dans ce discours même, il explique combien de fois les Guinéens étaient attachés à la compagnie nationale Air Guinée, sentimentalement et par fierté aussi, parce que c'était l'une des premières compagnies de l'Afrique de l'Ouest, compagnie aérienne. Nous avions les premiers pilotes qui ont été formés. Donc tout ça, c'est bien beau. Mais il faut que la compagnie puisse travailler, il faudrait que les vols puissent être organisés. Vous savez qu'il y a suffisamment assez de dépenses qu'il faut faire, les vols. Les survols des territoires, tout ça c'était à payer, les atterrissages c'était à payer, il faut entretenir le personnel, il y a les révisions ordinaires qui doivent se faire. La preuve, quand l'avion est tombé en panne, je vous le dis aujourd'hui, Air Guinée, le dernier vol d'Air Guinée de la compagnie nationale, c'était pour accompagner le Premier ministre, Lamine Sidibé, je crois au Togo quelque part. Au décollage de Conakry, il a pris un oiseau. Malheureusement, ce jour, le directeur technique était malade, il n'y était pas, c'était ses adjoints. Eux, ne voyant pas la même formation, ils ont laissé l'avion partir. L'avion a atterri à Abidjan. Quand le directeur technique a été informé, malade, il a couru à l'aéroport, il dit, mais c'est une catastrophe, l'avion peut tomber. Le moteur peut s'arrêter. Et finalement, l'avion a pu atterrir à Abidjan et il a été mis en bout de piste parce qu'on ne savait pas dans quelles conditions il était. Et la Guinée était incapable d'aller reprendre l'avion là-bas pour le ramener en Guinée parce que le moteur était détruit, était gâté. Donc il a fallu appeler Israël, la compagnie israélienne. C'est eux qui sont venus en Guinée avec un nouveau moteur pour l'amener à Abidjan, pour dépanner l'avion, le ramener ici. On a dit, bon, en même temps, c'est le chèque C, donc la grande révision de l'avion, envoyer l'avion à Israël pour faire sa révision du chèque C. Le ministère des Finances n'était pas à mesure de payer même cette révision, qui était de 2,3 millions à peu près de dollars. À l'époque. À l'époque, et la compagnie Air Guinée n'avait pas les ressources. Et c'est en ce moment maintenant que le problème de la privatisation va connaître une modification. D'accord. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur le schéma qui était lancé, d'ouvrir le capital, de rechercher une compagnie, maintenant, le président a décidé, compte tenu de ce qui s'était passé, parce que les 2 premiers avions ont été vendus, je crois, vers les années 86, 87. Je ne sais plus si c'était le général Fasciné qui était ministre des Transports ou comment il s'appelle là. Bon, 86, 87. D'accord. Donc, par rapport à ça, le président n'était pas content que les avions aient été vendus à l'étranger. Dans sa conception, donc cet avion aussi... Et pourtant, celui qui était là à l'époque. Voilà. Bien sûr. Non, je parle du président. Le président Conté. Et donc, en 87, c'est lui qui était là lui quand on vendait les 2 premiers avions. Au Nigeria. Au Nigeria à Pranton. Voilà. Les 2 avions ont été vendus à l'extérieur. Et maintenant, pour lui, comme on était dans le cadre d'une privatisation, on pensait qu'on voulait encore vendre l'avion à l'étranger. Il dit non, cette fois-ci, on ne vend pas à l'étranger, on vend l'avion à El Hadj Mohamed Silla. Il est là, c'est un Guinéen, c'est à lui qu'il faut vendre. Est-ce que c'est Mamadou Silla qui a manifesté de l'intérêt pour cet avion ou... C'est pas impossible parce qu'il était là lorsque la discussion a eu lieu. Et le président était resté là-dessus. Parce que mais il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Je vous en prie. Pour l'achat de je reviendrai là-dessus. D'abord, vous savez, en pareil cas, quand il y a la décision, elle appartient au chef de l'État. C'est dans la, comment dirais-je, la loi sur la privatisation des entreprises qui dit pour qu'un bien de l'État soit vendu, il faut que ce soit par un décret présidentiel. Si le président, par la suite, parce qu'il voulait que l'avion reste en Guinée, par sympathie, par amour, il voulait que compagnie Air Guinée continue de voler. On lui a dit oui, c'est possible que la continue, on travaille là-dessus
Pour un national... Pour sauver les emplois aussi. Voilà, pour sauver les emplois. Mais pour un national, ça va être extrêmement difficile de prendre la compagnie en charge. À partir du moment où l'État lui-même n'a pas pu, ça allait être difficile à un industriel ou à un homme d'affaires guinéen, à lui tout seul, de prendre. Mais Mamadou Sylla s'était engagé, il dit oui, mais je ferai venir des gens, j'élargirai la flotte, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas me vendre l'avion, je suis là. Donc, par rapport à la loi qui dit que c'est le président qui fixe, qui prend la décision, ben, il a donné des instructions à ses ministres qui ont préparé le décret. Le décret de privatisation a été signé. Ces instructions-là, elles sont écrites, c'est au cours du Conseil des ministres. Comment ça s'est passé? Vous n'allez pas imposer au président sa façon de faire. Il a donné des instructions, il a demandé... qui ont été matérialisées par le décret. Par un décret. À partir du moment où il a signé un décret, ça veut dire que, quelles que soient les procédures internes qui se sont passées... Il a signé un décret privatisant totalement Air Guinée ou cédant l'avion à Mamadou Sylla? Non. Le décret... Dans un premier temps, c'était d'abord la dissolution d'Air Guinée. Donc là aussi, c'est une confusion souvent qui est faite dans la rue. Comme quoi, si El Hadj Mamadou Sylla a acheté Air Guinée, non, il n'a pas acheté Air Guinée. Air Guinée était dissoute. C'est la dépouille. Donc elle n'existe plus. À partir du moment où elle n'existe plus, elle a laissé des actifs. Les actifs, c'est quoi? C'est cet avion qui était en réparation en Israël. C'est un Dash 7. Moi, je suis venu au transport en 1996 avec El Hadj Selou. Je n'ai jamais vu cet avion voler. C'est un avion qu'on a trouvé en panne qui était au garage, soit depuis les années 94 ou 95, qui était au garage, mais en 80, il ne volait plus. Donc, vous vous rendez compte, en 2002, un avion qui est arrêté, ça fait déjà plus de 56 ans. Donc, le Dash 7. Le fameux Dash 7. Bien. Donc, qui était dans le garage. Et les pièces de rechange. Alors là aussi, on parle d'un lot important. Non, les pièces de rechange, c'est quoi? C'est les consommables, des flexibles, des filtres, des démarreurs. Un avion, vous ne pouvez pas stocker les pièces importantes d'un avion. C'est lorsque l'avion va à révision, chez le technicien là-bas, on se rend compte que les pièces maîtrisées, il y a des problèmes, on remplace la pièce. Mais qu'il y a un flexible qui a sauté, vous n'allez pas prendre l'avion pour l'amener encore chez eux. C'est des accessoires. Voilà, c'est des accessoires. Donc, c'est ce lot de pièces qui était là, plus évidemment les installations. Les immeubles, les bureaux et autres qui ont fait partie donc des actifs là. Donc, il y a la dissolution de la société. Donc, ce n'est pas la compagnie Air Guinée que El Hadj Mamadou Sylla a racheté. Donc, il a racheté l'avion et le lot de pièces. Bien. Qui étaient là. Et donc, il y a eu la convention de cession des actifs de l'ancienne compagnie Air Guinée, plus évidemment la location, si vous voulez, des immeubles et autres. Il a été racheté à combien? L'avion? Oui. À un taux forfaitaire de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Alors, M. Condé, permettez-moi, M. Condé, si vous avez des documents, on a encore, je crois, 25 minutes à brandir, vous pouvez le faire, mais en même temps, il y a quand même dans la convocation des termes qui sont utilisés, n'est-ce pas? On parle de détournement de deniers publics, on parle de corruption d'agents publics et enrichissement illicite. Donc, dans la matérialisation des directives du général Lansana Conté à l'époque, les ministres sectoriels, ici on prend le cas de Selou, comment pensez-vous qu'il ne s'est jamais trouvé dans une position soit de détournement de deniers publics, dans le cadre de donc, la dissolution de la vente des actifs, de corruption d'agents publics et d'enrichissement illicite? Non, écoutez, ce dossier, si vous le lisez, vous-même, vous comprendrez que ces accusations ne sont pas liées au dossier. C'est peut-être autre chose. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est peut-être autre chose. Bien. Mais par rapport au dossier d'Air Guinée, il est clair. Vous avez demandé tout à l'heure le forfait. Pourquoi le forfait? Vous avez un lot de pièces qui est là en stock depuis combien de temps? Donc, vous faites une évaluation. Les experts regardent, viennent, ils font une évaluation. Mais l'avion, son prix est fixé en fonction de l'assurance. C'est-à-dire le prix de l'avion est marqué dans l'assurance. Et c'est ce prix qu'on prend comme étant le prix de l'avion. L'avion était assuré à 4 millions de dollars. Donc, donc c'est ce prix qui est... Maintenant, les accessoires là et le Dash 7 qui ne marchait plus, tout ça là, ça a été fixé à peu près à 1 million de dollars. Maintenant, la mission d'audit qui est venue, qui dit non, le Dash 7, c'est pas ça, il faut qu'il soit fixé à 2 millions de dollars, les pièces, ça se discute. Mais ça,
ceux qui l'ont fait aussi, c'est des gens qui savaient de quoi ils retournaient. Parce que c'était avec les techniciens, les spécialistes, ceux qui les ont achetés à l'époque. Donc, ils ont fixé ce prix et on le dit forfaitaire. Maintenant, ils sont revenus, évidemment, dans leur évaluation, ils ont fixé toujours le même prix de 4 millions, etc. Mais Mohamed Sylla, même, ça en est plein. Il dit, mais vous m'avez vendu un avion à 4 millions de dollars, un Boeing 737, 200. J'ai acheté un Boeing 737-200, qui est plus jeune que votre Boeing, moins âgé que votre Boeing. Et lui, je l'ai acheté à 2 millions de dollars. C'est vrai qu'à part cet avion de l'ancienne Air Guinée, Mohamed Sylla, personnellement, Par la suite, avait acheté un autre avion. Un autre avion qui était moins âgé que l'avion d'Air Guinée et le même type et à 2 millions de dollars. Il dit, vous m'avez arnaqué. On me paye 4 millions de dollars. Donc, c'est une récrimination qu'il a faite. C'est lui qui avait craché à Freetown. Oui, qui avait craché à Freetown lors de l'atterrissage. Malheureusement pour lui, à l'atterrissage, l'avion a raté sa piste et il était irrécupérable. Il a perdu l'avion. Et cette compagnie s'appelait Air Guinée Express. Air Guinée Express. Bon, il a récupéré évidemment les frais, l'assurance l'a remboursé. Je pense que autour de 1,9 million. Pratiquement les 2 millions ont été remboursés, à peu près. Pas tout à fait exact, puisqu'il y a toujours des petites charges qu'il faut relever. Mais voilà ce qui s'est passé au niveau du prix. Donc, pour revenir à votre question, les rôles dans la privatisation sont fixés par la loi sur la privatisation des entreprises. 1. On dit que ce sont les ministres qui ont initié. Non, les ministres n'ont pas initié. C'est la politique gouvernementale qui a décidé de vendre. Maintenant, mais qui prend la décision de la vente? C'est le président de la République, par un décret. C'est ce qu'il a fait. Il a dissous la compagnie. À partir du moment où elle est dissoute, c'est fini, elle n'existe plus. Donc là, maintenant, on est en train de vendre des actifs. C'est la cession des actifs, donc il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ensuite, qui est chargé de la gestion de ces ressources et tout? C'est un seul. C'est écrit, le ministre chargé du portefeuille, donc l'économie et des finances, chargé du portefeuille, est le seul, c'est bien dit, le seul responsable de la conduite de la privatisation. Donc, des ressources qui en résulteront. Donc le ministre technique qui est là, son rôle finit le jour où il a signé le papier. Dès qu'il a signé, les ressources... Quel papier? La cession des actifs. La convention de cession des actifs. Le jour où cette convention a été signée, le rôle du ministère des Transports est terminé dans la vente, et si vous voulez, dans l'opération Air Guinée. Donc l'argent qui est rentré, est-ce que ça a été payé, pas payé? Ce n'est pas le travail, le rôle du ministre des Transports. C'est le rôle du ministre de l'économie et des finances, avec l'unité de privatisation et le département chargé du portefeuille du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'il y avait aussi les anciens travailleurs qu'il fallait dédommager, qu'il fallait indemniser. Il y avait des factures, parce que Air Guinée avait... Et qui était chargé de cette indemnisation? Non, c'est le ministère des Finances, comme je vous dis. L'unité de privatisation qui est chargée de diriger, d'exécuter les opérations, mais sous la tutelle du ministère des Finances. Et l'unité de privatisation est sous la tutelle du ministre des Finances. Maintenant, quand on dit que c'est lui qui lui a dit de faire ce document de ceci et cela, ben, tout ça, c'est bien beau. Mais même si c'est lui a donné, l'essentiel, c'est que la loi, telle que c'est dit, la loi a été respectée, et c'est ça qui prime. Ensuite, entre fonctionnaires, c'est normal que vous échangez, vous êtes dans le même dossier, c'est normal que vous partagez des idées. Des informations, qu'on vous dise comment il faut faire le travail. Oui, Lincoln. Maintenant, ce qui était important, je reviens là-dessus, c'est que quand vous regardez le rapport d'audit, en fait, c'est 238 millions et quelques qui sont incriminés. Fait par Ousmane Kaba, le casse. Oui, c'est 238 millions qui sont incriminés. 238 millions de francs guinéens. De francs guinéens. Mais ça, 238, ça c'est au niveau des finances, c'est au niveau du portefeuille, tout est à ce niveau. Parce que c'est ceux qui ont géré, qui ont, si vous voulez, indemnisé, on a vu, parce qu'il y a eu deux sources. Il y a la source du ministère des Finances, il y a aussi l'apport de la Banque mondiale pour essayer de dédommager un peu les gens. Maintenant, il y avait les factures que Air Guinée devait
à tous les pays qu'il a survolés, pour lesquels il n'a pas payé les différentes factures. Bon, là aussi, mais c'est dans le dossier, comment Mohamed Sylla, l'argent qu'il devait payer, qu'est-ce qu'il devait payer lui directement, et donc la comptabilité devait être faite au niveau du ministère des Finances pour savoir exactement si tout l'argent, tout a été fait, parce qu'après tout, on imputait la dépense à l'État, la charge à l'État. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc j'insiste que le rôle du ministre des Transports s'arrête le jour où il a signé la convention de cession. Une fois que la convention de cession est signée, l'argent monter, descendre, ce n'est vraiment pas... Et il faut rappeler que vous étiez secrétaire général à l'époque, vous avez donc documenté, certainement, vous aviez le rôle de documenter, de prendre note de beaucoup de choses. Donc, en parlant d'archives de documents, certainement, vous avez connaissance de beaucoup de documents. Non, les documents, c'est-à-dire qu'on était là, on accompagnait le processus. Oui. C'était comme ceux, les responsables d'Air Guinée. En fait, le rôle du ministère des Transports, comme tous les ministères de tutelle dans la privatisation, c'est quoi le ministère de tutelle? Ça veut dire le tuteur. Ouais. Mais le tuteur n'est pas le propriétaire. Bien. C'est-à-dire qu'il est là pour gérer, mais il n'est pas propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? C'est le ministère des Finances. C'est lui qui est, au nom de l'État, qui est propriétaire, qui regarde et qui gère. Bien. Donc, quand vous voulez, vous ne gérez plus. Vous voulez rentrer, mais vous devez être là pour dire, bon, voilà les actifs que j'avais. Qu'on m'avait confié. Ce qu'on m'avait confié, je les rends au ministère de l'économie et des finances, qui fixera les prix et qui en fera. Et à partir de ce moment, moi, mon travail est terminé. Lincoln. Alors, M. Condé, moi, je me fais le porte-parole du peuple. Ces Guinéens qui ne comprennent pas et qui ont beaucoup de questions par rapport à ce dossier. Donc, on se demande pourquoi, pendant 11 ans, c'est Cellou qui a son nom autour de la Guinée. Et beaucoup aussi se demandent pourquoi il a signé ce document, sachant qu'il pouvait refuser. Moi, c'est là aussi, quelque part, se dit arnaqué dans cette situation. Pourquoi il a signé ce document? Il est obligé. Il était ministre d'abord des Transports. À partir du moment qu'il était le tuteur des actifs, il faut bien qu'il signe le document pour dire que j'ai rendu. Parce que la cession veut dire qu'il a rendu que ce n'est plus sous sa tutelle. Donc il faut bien qu'il se dégage. Qu'il a rendu à qui? À l'État, au ministère des Finances. Au ministère des Finances. Il a rendu au ministère des Finances. J'avais ça sous ma tutelle. Aujourd'hui, ça sort de ma tutelle. Ce n'est plus c'est rendu au ministère des Finances. Bon, l'autre question, vous dites c'est... L'autre question, depuis pratiquement 11 ans, c'est juste le nom de Cellou qui tourne autour de ce dossier Air Guinée. Oui, mais si vous permettez, ce n'est pas le seul dossier. Je vais vous renvoyer en 2009. Est-ce que vous savez qu'une semaine après le coup d'État, on était venu chercher M. Cellou pour aller au camp Al-Faya pour des audits en 2009, immédiatement. Heureusement qu'il y avait la population et tout le monde qui avait empêché qu'il ne soit amené. Après, vous avez certainement vu un document qui a circulé du CNDD. On dit que c'est un homme extrêmement riche, qui a des hôtels en France, qui a 80 citernes, qui a des hôtels au Brésil, qui a de l'or, qui a même une armée de mercenaires, des prostituées et tout ça. Meilleur investisseur au Sénégal. Meilleur investisseur au Sénégal et tout ça, vous savez que ces bruits ont circulé. Maintenant, quand il y a eu 2009, quand cette opération d'audit au camp Al-Faya a échoué, maintenant on a confié. Le CNDD a décidé que partout où Cellou a géré, il faut qu'il y ait un audit de tous ces dossiers. Donc vous avez eu l'audit d'Air Guinée, vous avez eu l'audit d'Erail, vous avez eu l'audit de Guinomar, je ne sais encore quoi. Évidemment, c'est là ma question. L'affaire Guinomar, oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé à l'époque? Parce que vous étiez secrétaire général et M. Cellou Dalein Diallo, ministre des Transports. Comment on a pu revendre les 3 bateaux guinéens? Je vais vous dire une chose. Oui. Dans le monde entier, vous ne pouvez pas trouver de plus rigoureux dans la gestion que les Norvégiens. Tous ceux qui le savent, même les ministres norvégiens, ils vont en taxi. Ou à vélo. Ou à vélo. Oui. On ne touche pas. Ils sont en tête de peloton de transparence. Je confirme parce que j'y ai vécu. Le président de Guinomar, de la société, donc qui est la société Klaveness, qui est la 2e fortune de Norvège, son président, il a une île particulière qui lui appartient, il habite là-bas. Le matin, il prend son bateau pour venir à la capitale, il a un pick-up qu'il utilise, il vient à la société, il travaille, et en ville, il se déplace en taxi. J'ai été là-bas en tant que ministre des Transports, j'étais avec lui. Il m'a accompagné pour rencontrer le ministre des Transports norvégien. Il était avec le directeur de Guinomar, qui est un de sa société, et le directeur adjoint, qui est guinéen, Monsieur Cole. Monsieur Cole. Oui.
Ils m'ont dit dit de m'asseoir devant. Lui, PDG, milliardaire, s'est assis derrière avec celui qui m'accompagnait. On est parti voir le ministre. Après l'audience, on l'a déposé à un carrefour, il a pris un taxi pour rentrer chez lui. Alors quand vous dites, vous voulez mettre des gens comme ça dans des magouilles, vous perdez votre temps. Ces dossiers, c'est les plus propres, le dossier de Guy Nomar. Et les bateaux, c'était c'était une pratique de la société. C'est-à-dire, quand le taux de fret, d'abord Guy Nomar, pour les auditeurs, c'est la compagnie qui avait été créée au nom de l'article 9 de la convention de CBG pour permettre à la Guinée aussi de participer au transport de la bauxite. Mais puisque nous n'avions pas de compagnie maritime, on nous a autorisé à créer une compagnie. C'est ainsi qu'on s'est associé à Klaveness pour créer la compagnie Guy Nomar. Donc, à 50%, 50%. On s'est associé aux Norvégiens. Aux Norvégiens. Guy Nomar, voilà. À l'époque de feu Yaya Keita. Oui, Yaya Keita. Tout à fait. Qui a fait de très beau travail au niveau de Klaveness, vous le savez. Donc ce travail a été fait, 50%, 50%. 50%, 50%, la Guinée n'avait pas d'argent. Elle a dit, bon, moi, ma part de capital, j'apporte la bauxite que vous transportez. Donc le fait que vous ayez ce marché devient mes 50%. Donc on n'a pas déboursé un franc. Maintenant, on vend la bauxite, une fois le frais de le fret, l'argent récupéré du fret, donc ils partagent à moitié et ils ont un compte là-bas, 50%, 50%. Une partie est toujours reversée à la Guinée, il y a des pourcentages, ils partagent à moitié aussi, mais l'autre partie est considérée comme réserve, comme capital. Et donc, quand le taux de fret est très bas, donc ça veut dire que quand ils viennent chercher la bauxite, ce n'est pas rentable de faire le transport de la bauxite. Donc, c'est cyclique, le taux de fret. Vous pouvez avoir sur 4 ans, 5 ans, le taux de fret est bas. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre leur bateau. Ils louent eux-mêmes des bateaux parce que c'est moins cher. Et pendant cette période, donc, ils revendent leurs bateaux. Une fois qu'ils revendent leurs bateaux, et l'argent là est gardé au nom de la compagnie Guy Nomar, donc des deux partenaires. Maintenant, quand le taux de fret monte, évidemment, on reprend les bateaux. Voilà comment cet argent est domicilié là. Et par période, ils décident de la période à laquelle ils partagent entre les deux parties. Bien. Donc nous avions un stock qui était important. Non, j'en viens parce qu'il y a une information. Il y a une information qui n'a pas circulé. Bien. Quand Cellou a quitté, donc cet argent est resté. Je suis venu après lui. Je n'ai pas touché à cet argent. Ministre Kera est venu. Tous ceux qui m'ont procédé, aucun n'a touché à cet argent. Donc il y a eu, maintenant la dernière chose, l'arrivée du président Condé, qui n'était pas d'accord avec la situation qu'il a trouvée. Avant, j'ai sauté une étape importante. Quand c'est lui est venu ministre des Transports, il a dit attention, je ne peux pas concevoir que ce que je vois, ce que nous gagnons est peu. Il est parti, il dit je veux voir la comptabilité. En tant que comptable, les gens ont dit nous, il n'y a pas de problème ici. Voilà les codes d'accès, voilà l'ordinateur, va t'asseoir la comptabilité, fouille toute la comptabilité de l'entreprise. Tu as accès. Il a eu accès à tout. Il a vu vraiment que les comptes étaient réguliers. Il a dit aux gens, bon, écoutez, il faut que la Guinée ait de meilleurs résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le contrat initial, nous avons dit que nous apportons la bauxite transportée comme notre part du capital. Mais ça fait des années qu'on le fait. L'argent que vous avez apporté en termes de valeur, si vous comparez à ce que nous avons déjà apporté, c'est que nous avons déjà payé notre part. Donc maintenant, la bauxite que nous transportons devient notre apport dans ça. Donc c'est comme si nous avons fait des démarchages pour apporter de la marchandise. Donc nous devons avoir des retombées là-dessus. Donc désormais, nous facturons nous aussi. Il y a eu une bagarre avec les Norvégiens. Ça, on a failli casser la société parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas question. Mais en fin de compte, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et c'est ainsi que cette part de la bauxite transportée a enrichi la Guinée et l'a enrichi le... Maintenant, quand on a quitté, nous on a laissé la compagnie. Et quand donc le professeur est venu, il a dissous la société. C'est-à-dire quand Alpha Condé est venu? Alpha Condé est venu, il a dissous la société. Et les frais, comment dirais-je, les droits de transport ont été transférés à Mauritanie.
Certainement, avec la société Nanko Shipping. Certainement que vous avez suivi les débats, puisque Mori, les partenaires ont refusé que Mori prenne ce marché, parce qu'il n'était pas de droit guinéen. Il a même intenté un procès aux États-Unis contre les partenaires. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire qui ne nous regarde pas. La société de Mori Diané s'appelle On Nanko Shipping. parle de vente de bateaux. Il nous reste 4 minutes. J'ai expliqué la vente des Il nous bateaux. reste 3 minutes. Mais les 3 bateaux, qu'est-ce que la Guinée a obtenu concrètement? Non, mais ça est partagé également, c'est versé au Trésor. Et il ne versait pas au ministère des Transports, c'est directement au Trésor. Avec eux, vous ne pouvez pas faire d'affaires. C'est directement au Trésor. Toutes les recettes sont rentrées au Trésor. Donc le dossier Guinomar, même quand ils sont partis pour l'audit, ils ont laissé de côté. Finalement, c'était les revendications de marins qui ont été utilisées, mais c'était des trucs qui étaient depuis 2007. Donc finalement, le dossier ne concernait pas ces loups. Voilà pourquoi on ne parle plus de Guinomar. On a laissé Guinomar de côté. Le rail partait. J'ai quand même Aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien secrétaire général du ministère des Transports, vous avez encore une réflexion, je ne dirais pas un regret, mais une réflexion à prodiguer à la génération gouvernante pour qu'on ait un appareil, une compagnie spécifiquement guinéenne, qu'elle appartienne à un privé ou à l'administration. Absolument. Quelles sont les recettes que vous proposez? Non, c'est un travail qu'on avait commencé, il s'agit de le continuer, c'est-à-dire c'est d'abord monter le dossier comme ça se doit, de trouver des partenaires et qui viennent vous ouvrir le capital. Aujourd'hui, ce n'est pas les avions qui manquent. Ce qui manque, c'est les passagers. Il faudrait que la Guinée change de politique. Il faudrait justement, avec des événements qu'on a connus comme hier, tout ça joue sur le transport aérien qui fait que le pays ne devient pas une destination. Il faudrait qu'on crée la stabilité. Il faut stabiliser la Guinée. Il faudrait que les Guinéens se parlent pour qu'on la stabilise, pour qu'on puisse dynamiser l'économie et qu'il y ait beaucoup de transparence dans la gestion, si vous voulez, du pays. Une fois qu'il y aura la gestion et que les gens font confiance et qu'ils ne vont pas être arnaqués, je suis persuadé que demain. Le sentiment que vous évoquez se retrouve dans le courrier que vous avez dit. Cellou l'a dit, et il parlait même de Jean-Marie Doré avec lequel ils avaient échangé. Il dit, je sais que les Guinéens sont très attachés à la Guinée. Je sais que c'était notre fierté. Mais voilà les réalités aujourd'hui qui se posent. C'est pour ça qu'ils voulaient ouvrir le capital et conserver Air Guinée. Voilà, M. Condé, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'être passé. Tout le plaisir était pour moi et merci à cette disponibilité que vous vraiment m'avez accordée. Merci à vous. C'est notre devoir. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci à Ibrahim Babey derrière la console et Khalil Awada. Et bonne arrivée au juste. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée.